On vous l'avait promis, répondre à vos questions, celles que vous nous avez posées fin de la saison dernière, tout cet été. On essaye de répondre à ces questions. Certaines d'entre elles seront traitées un petit peu plus tard à la rentrée parce qu'elles demandent un tout petit peu plus de travail ou voilà, ça nécessite un peu plus de boulot de la part de nos chroniqueurs. Avec nous pour ce hors-série estival, on a Xavier et puis on a Marc également. Ce sont les deux poids lourds, on va dire, de l'équipe. Voilà, ça c'est fait. Je me sens un peu à l'étroit. Non, Voilà. je rigole. Il faut quand même dire que c'est sa chaise qui s'enfonce, c'est pas la nôtre. C'est pour ça que voilà. On est un peu dans le gazon, c'est sympathique, hein, c'est agréable. Ça nous change en tout cas de Skype. Et tout, voilà. Ça nous change de son grenier, de Skype, etc. Mais voilà, il y a des contraintes techniques à gérer, on va dire ça comme ça. Une question qui nous a été posée par William Nemeu, qui est un de nos fidèles auditeurs, concernant l'archivage. Quelles technologies sont utilisées par les entreprises ou les grandes entreprises pour archiver leurs données sur le très long terme? C'est vrai que c'est le genre de choses qu'on connaît peu finalement. Chez Son, on archive sur un disque externe, de temps en temps sur le cloud, des fois sur une clé USB, mais bon, il y a des techniques certainement beaucoup plus professionnelles et dont peut-être le particulier pourrait s'inspirer, ou en tout cas le geek pourrait s'inspirer. Je ne sais pas qui commence. Mais en fait, on a regardé un petit peu cette question avec Marc, ouais. Et on pense qu'il y a effectivement des technologies qui sont propres aux grandes entreprises, mais on va essayer de traiter le sujet de manière assez générale, ouais. Aussi, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et en fait, il n'y a pas énormément de différence sur le fond entre l'archivage dans une grande entreprise ou pour un non, le principe reste le même, mais c'est peut-être les outils qui vont changer. Ouais. Alors, la première chose qu'on va discuter, c'est le but de l'archivage. Donc l'objectif d'archiver ces données, ces fichiers, donc de les placer en sécurité ailleurs que sur l'endroit habituel. Le premier objectif, c'est évidemment de pouvoir conserver ces documents à long terme ou à moyen terme. Mmh. Le deuxième objectif, ça va être de réduire l'espace de stockage utilisé. Donc quand on a un disque dur, maintenant on a souvent des disques durs SSD qui sont très performants mais qui ont une capacité un petit peu moindre que celle qu'on a l'habitude, mais on va pouvoir optimiser cette utilisation en déplaçant et donc en archivant certains documents qu'on a besoin d'accéder un peu moins fréquemment sur un autre endroit. On va donc aussi pouvoir augmenter les performances. Par exemple, quand vous avez typiquement les utilisateurs en entreprise qui utilisent par exemple une solution Microsoft Outlook, eh bien on sait qu'au-delà d'une certaine taille de boîte, les recherches, les accès, la lecture commencent à ralentir fortement, nécessiter des performances supplémentaires, et donc le fait de déplacer les documents auxquels on accède le moins souvent va permettre d'augmenter ces performances. Je t'interromps 2 secondes, c'est pour ça qu'en entreprise, quand on utilise un système Outlook, on limite bien souvent la taille des boîtes des utilisateurs qui se plaignent souvent, qui disent « Oui, moi sur mon compte Gmail, j'ai plusieurs mégas, plusieurs gigas, ici je suis en entreprise et je suis limité. » Il y a plusieurs raisons qui sont liées à l'archivage notamment. Ouais. Bon, il y a les performances, c'est clair qu'un serveur d'entreprise qui gère 100 employés et qui ne met pas de quotas, mais les quotas vont très vite exploser, d'autant que maintenant on a pour habitude d'échanger des vidéos, des fichiers. On a pris de mauvaises habitudes entre guillemets avec des comptes comme Gmail. Voilà. Mais il y a d'autres raisons, c'est que l'archivage lui-même coûte très cher, on va le voir, et donc le fait de limiter ces données, chaque backup, si vous n'archivez pas, si on doit prendre un backup d'un ensemble de très grand de données, ça va coûter très cher. D'accord. Donc on va voir que l'archivage à long terme coûte un peu moins cher que l'archivage à court terme, mais donc c'est une des raisons pour lesquelles en grande entreprise on va mettre des quotas sur la majorité des disques ou des boîtes mail par exemple. Okay. Alors un autre objectif de l'archivage, ça va être de protéger les données contre le vol. Contre la panne tout simplement, les disques durs ne sont pas infaillibles, contre les virus, on a parlé récemment de virus qui encryptaient les données de votre disque dur et qui donc les rendaient parfois irrécupérables. Et alors un autre objectif, c'est que bien souvent maintenant, c'est le cas par exemple pour la comptabilité, on a une obligation légale de conserver ces documents à un moment, mais il n'y a pas toujours un intérêt de les conserver sur son disque dur immédiat. Et donc on va archiver. Okay. Ensuite, on va avoir les critères de choix.
sur comment choisir le bon support, la bonne méthode pour archiver. On va se baser principalement sur d'après moi, 4 critères. Le premier, c'est la mobilité de l'utilisateur. Un utilisateur qui se déplace en permanence, qui est mobile, qui ne travaille pas toujours à son bureau, et ce qui est de plus en plus fréquent, ne va pas opter pour les mêmes solutions d'archivage que l'utilisateur qui est sédentaire et que ça n'empêche pas de se brancher à un média externe. Ensuite, il y a la durée de vie du support, qui est un critère de choix assez important, la fiabilité et la résistance à des environnements plus difficiles que d'autres. On va avoir également la vitesse d'archivage, qui peut être un critère de choix. Et enfin, le prix, évidemment, qui est très important, aussi bien pour un particulier que pour des très grandes entreprises. Alors, les types de supports, j'en ai parlé pour les particuliers, on y reviendra certainement, mais pour les entreprises, qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui est privilégié? Est-ce que ce sont des disques durs classiques ou il y a d'autres types de supports? Moi, je me rappelle, par exemple, je pense que c'est encore le cas, il y a des tapes, des cassettes à bande à un certain moment qui étaient utilisées pour faire de l'archivage. Effectivement, il y a vraiment différents types de supports que Marc va en parler, et c'est effectivement un des critères en fonction qu'on soit une petite entreprise, une grande entreprise ou un particulier. La quantité de données, etc. Et chaque support a ses avantages et inconvénients. Marc. Alors, on va commencer directement par le monde de l'entreprise, vu que c'était la question qu'on nous avait posée. Alors, en entreprise, encore aujourd'hui, les sauvegardes sur bande restent une majorité. C'est vrai. D'abord parce que c'est un support qui ne coûte pas cher en tant que tel, et ensuite parce que l'électronique qui a été utilisée pour améliorer les performances de stockage, de lecture, d'archivage, a eu le temps d'être optimisée des millions de fois depuis que le système a été introduit, il y a déjà pas mal d'années, et aujourd'hui on trouve encore des centres de données qui vont archiver. Alors évidemment, c'est pas le petit lecteur, hein. Là on parle de mécanismes qui vous remplissent un mur entier avec des robots effectivement, mais ça reste effectivement un simple stockage sur bande. Bon, ce sont des bandes d'une densité relativement élevée. Sur des bandes de cette taille-là, vous allez pouvoir mettre, enfin sur une cartouche de cette taille-là, vous allez pouvoir mettre plusieurs dizaines de gigas. C'est assez, voire certaines dizaines de téras avec des systèmes de compression. C'est vrai que c'est une technologie qui a été éprouvée dans la vidéo, dans le son également. Le principe de la bande magnétique, hein, c'est le même principe. Par contre, en termes de fiabilité sur le long terme... En termes de fiabilité, ça reste soumis, comme tous les supports dont nous allons parler ici, qui sont le plus destinés peut-être aux particuliers, aux aléas des supports avec stockage magnétique. C'est-à-dire qu'avec le temps, la magnétisation des supports a tendance à s'estomper, ce qui peut causer des problèmes de lecture et de récupération à plus long terme. J'ai connu moi des supports magnéto-optiques aussi. Oui, ça existait effectivement, comme il y a eu très longtemps des systèmes purement mécaniques aussi, avec les cartes perforées. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, puisqu'on en est sur les supports, donc il y a 2 types de supports aujourd'hui qui sont principalement utilisés. Les supports locaux, les bandes en font partie, mais on va aussi retrouver, pour monsieur tout le monde, les clés USB. Qui, en soit dit en passant, n'est pas un très bon investissement parce que même si ce n'est pas cher, la durée de vie est généralement très faible et on a tendance à les perdre assez vite. Oui, en plus. Ça c'est. La fiabilité aussi. La fiabilité aussi. Alors, les disques durs, maintenant, avec la démocratisation des docks à disques durs, on tape un disque dur comme on mettait une clé USB dans une machine, on va pouvoir archiver de manière beaucoup plus simple, de manière beaucoup plus efficace, mais un disque dur en tant que tel reste un élément mécanique qui est sujet à des pannes. Vous avez les archivages sur support optique, donc CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray aussi, effectivement, maintenant. Mais de nouveau, ce sont des supports qui ont une durée de vie limitée, même si maintenant, sur les dernières générations, on parle quand même d'une durée de vie potentielle de plusieurs dizaines d'années, même si ça demande un entreposage et une conservation dans des conditions qui sont optimales, c'est-à-dire dans des endroits qui sont blindés, qui sont isolés de toute interférence électromagnétique, dans des conditions de température et d'humidité. Il y a des particuliers qui font ça, hein. On les voit souvent avec du papier aluminium sur la tête. Aussi. Et voilà. Aussi. Et puis sinon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on peut faire des archivages en différentes étapes. On peut par exemple archiver une partie de ces données sur un NAS et relayer après l'archivage sur des supports Pourtant, on l'a dit, hein, le NAS n'est pas un backup. N'est pas un backup, absolument, mais il peut être une étape intermédiaire. C'est ça. Donc, on peut parler d'archives de première ligne, d'archives profondes, etc. Mais le NAS peut servir à prendre des backups. On peut avoir un NAS qui est dédié à prendre des backups.
backup, hein, c'est tout à fait possible. Mais ce NAS devrait être archivé à son tour, effectivement. Puis il y a le support en ligne aussi. Et il y a le support en ligne. Alors le plus simple, c'est le simple serveur FTP, Oui, c'est le plus sur classique. lequel on va uploader. Alors il y a des tas de logiciels qui existent et qui permettent de faire l'archivage de manière plus ou moins automatisée sur base de critères d'emplacement, de date, de nature de fichiers, tout cela étant transparent. Après, il y a la sauvegarde classique dite dans le cloud, où là, on va prendre un abonnement auprès d'un service, on pense par exemple au service d'Amazon, qui est un des moins coûteux. Qui est un des moins coûteux, mais il en existe Amazon d'autres Web Service, aussi. Exactement. Où on va pouvoir effectivement alors transférer les données en tâche de fond. Alors, il faut savoir que cela est conditionné par contre à une donnée de base, qui est la vitesse de votre connexion. Et aujourd'hui, on sait que en moyenne, les connexions en upload restent quand même plafonnées à plus ou moins 10-15 mégas. Quand vous avez des gros volumes à archiver, ça peut devenir relativement ennuyant, ça peut devenir relativement lourd. Ce qui m'emmène rapidement à faire un tour sur les différents types d'archivage qui peuvent exister. Vous avez le type standard, c'est le miroir, c'est-à-dire que tout ce qui est modifié va être archivé chaque fois. C'est lourd. Ça assure que rien n'est oublié, mais ça a un coût en temps, ça a un coût en espace, ça a un coût en énergie, ça a un coût financier indéniable. En maintenance aussi, du coup. Exactement. Après, il y a deux autres types, alors ils sont peu différenciés dans l'esprit des gens, même s'il y a des différences notables dans la manière dont ils sont mis en œuvre. Il y a le backup ou l'archivage différentiel et il y a l'incrémentiel. L'incrémentiel, en fait, ne va prendre que les différences depuis la version précédente. Le différentiel, la même chose, mais peut se baser sur plusieurs historiques. L'avantage, c'est qu'au total, vous allez avoir un backup initial qui va être monolithique, un archivage qui va être monolithique, et puis ne vont être archivées que les différences. Donc, autrement dit, l'archivage est archi rapide, vu que vous ne prenez que des fractions d'informations avec une table des matières qui détermine, ben voilà, là, dans tel fichier, j'ai changé ça, là, j'ai changé ça, etc. Ça peut être intéressant, par exemple, sur des serveurs où les informations changent peu ou avec des volumes moindres. Je pense, par exemple, à un serveur web, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut être le cas à partir du moment où votre archivage est également soumis à des contraintes de taille. Et d'espace, parce qu'alors vous ne sauvegardez que des choses relativement simples. Un type d'archivage que l'on peut faire avec ce genre de choses, par exemple, c'est une image de disque de machine qu'on va adapter au fur et à mesure que les choses changent. Ça permet de réduire les coûts aussi, parce que on va prendre un backup complet et on va pouvoir faire parfois plusieurs différentiels sur une même bande, si on parle de bande. Donc en termes de coûts, c'est aussi... Quand on a une base qui n'évolue très peu, qui est très volumineuse et qu'on va l'archiver, puis après ce ne sont que les petites modifications. Pour l'upload aussi, si vous uploadez, si vous prenez un backup initial qui va prendre beaucoup de temps, et puis le différentiel va prendre peu de temps. Le particulier a accès à ce genre de technologie. Je pense par exemple à la technologie Apple, ils ont un système de backup qui fonctionne plutôt pas mal. C'est un peu le même principe, non ? C'est un peu le même principe, mais tous les fournisseurs en fait, de solutions grand public proposent aujourd'hui des systèmes différentiels et incrémentiels. Ok. Et alors le système miroir, ça t'en a parlé. Le système miroir, voilà, c'est vraiment le bulk. Quel est le futur de l'archivage ? Le futur. Est-ce qu'on va pouvoir... Parce que je pense que déjà maintenant, tu as parlé d'Amazon Web Service par exemple, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées en archivage et qui travaillent pour le compte d'entreprises. Est-ce qu'on va par là ? Est-ce qu'on va vers des gens qui vont être spécialisés là-dedans ? On pense au cloud pour le particulier. Alors, ça existe, mais les technologies auxquelles je pense ici sont des technologies qui sont encore pour beaucoup à l'état de prototype. Mais bon, on sait que les choses évoluent très vite au niveau de la technique, donc il n'est pas impossible qu'on les voit débarquer dans les 10 ans à venir. Certaines sont jamais mises en pratique à un niveau semi-industriel. Alors, j'en ai retenu 4. La première, c'est le stockage moléculaire. Donc, en fait, on va aller stocker les informations sous forme de glandes. Non, vraiment sous forme... Au niveau moléculaire, au niveau de configuration moléculaire, ces configurations vont être stockées, donc écrites et lues par des lasers, qui vont permettre effectivement d'aller atteindre une densité d'informations assez importante. Et ça, tu dis, dans 10 ans, on y est ? Oui, il y a déjà des cas réels qui existent dans certains laboratoires. Autre chose, le stockage holographique, où en fait on enregistre des configurations spatiales qui correspondent à des systèmes de données. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans un des autres types de stockage, ce qu'on appelle le stockage par cristaux, qui lui permet d'atteindre des densités d'informations, par exemple sur l'équivalent d'une pièce de 2 euros, vous allez pouvoir stocker l'équivalent de 145 terabytes. Pas mal.
Et surtout, faut pas la perdre la pièce. Faut pas la perdre, mais surtout elle est capable de résister jusqu'à 14 milliards d'années, oui, sans altération, dans des conditions de pression et de température extrêmes. Là, ça met à mal tous les autres systèmes. Exact. Et puis alors, le tout dernier système qui lui est le plus prometteur en termes de densité, de rapidité et surtout de pérennité, c'est l'ADN. Et là, effectivement, il y a pas mal de laboratoires, dont ceux d'IBM, qui font des recherches aujourd'hui sur le stockage d'informations par l'ADN. Alors, on n'est pas à des densités d'informations aussi importantes que celles auxquelles on accède par l'holographique ou le moléculaire, mais ça va beaucoup plus loin que la densité classique. Et puis surtout, la rapidité est importante et l'ADN se trouve partout. C'est une fois de plus la technologie qui s'inspire de la nature hein, pour trouver des solutions. Ou de la science-fiction. Ou de la science-fiction. Dernière question, juste avant de clôturer ce hors-série. Quelles sont les solutions de backup que vous utilisez, vous, personnellement Xavier, peut-être d'abord. Ouais. Mais moi, c'est très simple. Je prends un backup régulier sur un disque externe. J'imprime. J'ai mes données qui sont synchronisées sur mon NAS privé et je prends un backup sur un NAS et j'envisage très sérieusement de prendre un deuxième NAS, puisque la règle d'or quand on parle d'archivage, c'est d'archiver à deux reprises et à deux endroits différents. D'accord. Parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un vol, vous n'êtes pas à l'abri d'un incendie dans un bâtiment. Donc la règle d'or, c'est d'avoir 2 fois ces données. Je me rappelle, à 2 endroits il y a très longtemps, on avait évoqué ça avec notre camarade Benoît, qui ne sera pas des nôtres cet été pour parler technologie, mais qui est spécialiste photo dans l'équipe et qui nous avait dit qu'il n'y a rien de pire pour un photographe que de perdre dans un incendie ou dans une catastrophe un disque sur lequel il y a sa vie professionnelle en photographie. Quoi. Voilà, même pour les particuliers, refaire, maintenant, les gens ont l'habitude de prendre des photos et de stocker ça. Ouais. C'est des instants de vie qu'on ne pourra pas reproduire, hein, donc il faut faire attention. Marc ? Moi, j'ai juste un petit utilitaire qui tourne sur ma machine en tâche de fond, qui fait du backup différentiel. Et ce backup arrive d'abord sur un NAS. Toutes les nuits, le contenu du NAS est archivé sur un disque dur. Et une fois par semaine, le contenu du disque dur est backupé dans le cloud. Chez lui, c'est la NSA. Non, c'est l'expérience. Les hommes pleurent parfois. Oui, c'est vrai. Bon, je pense que là aussi, on a fait le tour de cette question concernant l'archivage et qu'on a répondu à William et à tous ceux qui se posaient la question ou qui ne se posaient pas encore la question et qui maintenant ont la réponse. On se retrouvera très prochainement, évidemment, pour un nouveau hors-série de l'été, comme vous pouvez vous en rendre compte, concernant les questions que vous nous avez posées, des hors-séries consacrées donc aux technologies, comme on a l'habitude de le faire fréquemment. Merci Xavier, merci à Marc, merci à vous. À très bientôt.